Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Bienvenue à vous. Nous allons passer 45 minutes ensemble à la rencontre de ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 2 juillet 2019 et voici le programme. Raphaël Donjean fait escale sur notre plateau. L'éco-explorateur nous présentera son avion solaire qu'il veut envoyer vers la stratosphère. Et puis nous redescendrons sur Terre à la découverte d'univers fantastiques avec Simon Villot, l'un des fondateurs de la maison d'édition de jeux de société Blam. Et enfin, nous recevrons les SPA de Savoie et de Haute-Savoie. Mais avant d'accueillir ces invités, Clémence me rejoint sur le plateau. Salut Clémence. Salut Victoria. Alors, dans le journal tout à l'heure, nous parlerons d'abord des intempéries qui ont frappé les pays de Savoie. Exactement, forcément, on va parler des intempéries dans le JT. Plus de 350 interventions de pompiers rien qu'en Haute-Savoie et 27 000 foyers privés d'électricité dans la nuit donc de ce lundi à ce mardi 2 juillet. De violentes intempéries ont donc touché la Savoie, l'Isère et la Haute-Savoie. Pas de victimes à déplorer, mais donc de nombreux dégâts. Et c'est Emmanuel Joute qui fera le point en tout début de JT. Et puis on ira voir le Médipôle de Cluses. Et oui, le secteur de Cluses, Arves et Montagne retrouve une activité hospitalière plus complète grâce à ce nouveau Médipôle de Cluses. Un renouveau qui permet de renforcer l'offre médicale sur un territoire qui était cruellement en manque de soins. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. J'accueille le premier invité du soir sur le plateau, Raphaël Donjean. Bonjour et merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes éco-explorateur, conférencier, originaire de Neuchâtel en Suisse et vous avez créé la fondation Planète Solar. Avant tout, un éco-explorateur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui explore, qui poursuit un but collectif, donc qui explore, qui essaye de réinventer la mobilité, mais grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui à disposition, grâce au clean tech, grâce aux énergies renouvelables, grâce au vent. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui fait de l'exploration, mais dans le but d'essayer de promouvoir les énergies renouvelables ou la protection de l'environnement de manière générale. Et quelles sont les missions de votre fondation Planète Solar ? Alors la Fondation Planète Solar, tout d'abord avec Planète Solar, on a réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire. C'était un voyage incroyable entre 2010 et 2012 au départ de Monaco. Retour à Monaco, 60 000 km à travers l'océan Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Et aujourd'hui avec la Fondation, on essaye de promouvoir l'énergie solaire à travers plusieurs axes, la communication, de soutenir des éco-aventures, mais aussi en faisant des projets d'entraide. On a par exemple une centrale solaire au lac Titicaca au Pérou où on essaye. Aujourd'hui, on a une centrale solaire également sur une école au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec la Fondation, de promouvoir l'énergie solaire pour lutter contre les changements climatiques. Alors, un des projets qui a été très médiatisé, c'est l'un des premiers projets qui a fait parler vraiment de cette énergie solaire pour se déplacer, c'était Solar Impulse de Bertrand Piccard. Est-ce que vous avez fait partie de cette aventure ou en tout cas est-ce que vous avez aussi des relations avec ces explorateurs ? Alors, on réalisait le tour du monde d'ailleurs un peu avant l'aventure de Solar Impulse, donc nous on était très concentrés avec notre projet. Mais bien sûr, on est en contact avec Bertrand, avec André, avec des membres d'équipe de Solar Impulse aujourd'hui travaillent d'ailleurs avec nous dans le projet Solar Stratos. Bertrand Piccard est monté à bord de Planète Solar lorsqu'on était au tour du monde à Abu Dhabi par exemple. Donc nous on est en contact bien sûr. Maintenant, je n'étais pas un membre de leur équipe, mais on avait des relations, je dirais, amicales. On est des collègues explorateurs, éco-explorateurs. Vous avez évoqué ce nouveau grand projet Solar Stratos. Vous voulez aller à la frontière de l'espace à bord d'un avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Comment c'est possible ? On veut démontrer finalement que grâce à l'énergie solaire, on peut continuer de rêver. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience de ces problèmes climatiques, mais il faut leur ramener de la perspective. Et nous, on veut un peu leur montrer que dans le monde de demain, grâce à l'énergie solaire, on pourra continuer de rêver et de faire des choses extraordinaires. Donc notre but, c'est d'aller à la frontière de l'espace, voir la courbure de la Terre, faire le vol d'Icare 4000 ans plus tard, grâce à l'énergie solaire. Et finalement, le meilleur moyen d'aller dans la stratosphère, d'aller dans la haute atmosphère, c'est l'énergie solaire, c'est un avion solaire parce qu'il est électrique. Il fonctionne à l'énergie solaire, il n'a pas besoin d'oxygène, comme c'est le cas pour un moteur à combustion. Donc finalement, voilà, on veut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les énergies fossiles. Et le meilleur moyen d'aller dans la haute atmosphère, c'est l'énergie solaire, c'est l'électricité. Et vous serez pilote de cet avion ? J'espère, en tout cas, c'est prévu que ce soit moi le pilote qui va emmener notre avion juste dans la stratosphère. Et voilà, 4000 ans plus tard, de réaliser le fantasme d'Icare sans se brûler les ailes cette fois.
On peut se poser la question physiquement, est-ce que c'est éprouvant? Enfin, comment ça se passe pour le pilote de cet avion? Ben, disons, ce qu'il faut, c'est être bien préparé. On doit voler en combinaison spatiale. On est tellement haut qu'il nous faut une combinaison spatiale pour pouvoir supporter ces altitudes extrêmes. Donc, il faut être bien préparé, que toutes les procédures du jour soient bien préparées. Il faut être aussi le plus léger possible. Je dois prendre à peu près 10 kilos pour faire ce vol. Mais ce qui est important, c'est d'être bien préparé physiquement, en bonne condition physique, et aussi d'avoir pu se préparer avec les simulateurs, de voler suffisamment pour pouvoir emmener la machine à cette altitude. Et en combien de temps vous prévoyez d'atteindre la stratosphère? Alors, on espère rejoindre la stratosphère en 3 et 4 heures de vol. La descente sera un peu plus longue, mais on espère pouvoir rejoindre la stratosphère, donc au moins 18 à 20 km d'altitude en 3 et 4 heures. Alors, vous avez participé à l'International Clean Tech Week qui a eu lieu à Annecy, la semaine des énergies vertes. Qu'en avez-vous retenu? Est-ce que des projets vous ont marqué? Et comment votre projet a-t-il aussi été perçu, reçu par le public? Alors, j'ai eu la chance d'être le parrain de cette deuxième édition de l'International Clean Tech Week. Et ça, c'était pour moi quelque chose de vraiment très sympa de pouvoir participer à cette Clean Tech Week, de voir tous ces projets. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les jeunes. Tous ces jeunes qui sont venus voir ces solutions et combien est-ce qu'ils sont sensibles à ces questions environnementales. J'ai rencontré plusieurs jeunes qui étaient vraiment inquiets. On sent une véritable angoisse par rapport à ces problèmes climatiques et qui étaient rassurés de voir que finalement des solutions existent. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment rassuré aussi de voir que les jeunes, voilà, on peut se ramener des perspectives. Après, le but n'était pas vraiment de montrer mon projet, mais de voir plutôt les projets qui aujourd'hui existent. Tout ce qui est aujourd'hui en train de développer autour des clean tech, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant pour qu'on puisse faire cette transition énergétique de manière la plus efficace possible. Vous parlez des jeunes. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de la Terre, ou en tout cas sur notre avenir à nous, sur la Terre, vous qui allez la voir d'en haut? Mais je pense qu'aujourd'hui, on a la chance finalement, la chance de voir ces changements climatiques. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est alarmé, il y a une prise de conscience, et ça me rend extrêmement optimiste. On a la technique pour changer, on sait comment il faut faire techniquement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fera le virage suffisamment rapidement? C'est la question, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, et je pense qu'on peut se sauver, et que ça peut être finalement une opportunité pour notre civilisation de prendre ce virage des énergies renouvelables. Vous vous engagé aussi justement dans différents projets humanitaires. Vous voulez favoriser l'utilisation de l'énergie solaire dans les pays en voie de développement. Est-ce que, selon votre expérience, ces pays sont réceptifs à cette nouvelle voie, ce nouveau modèle de développement? Alors ça, on a pu l'observer pendant le tour du monde. Partout où on a été, les gens étaient extrêmement réceptifs. Il y avait vraiment un bateau solaire, l'énergie solaire, c'est quelque chose qui fascine. Et il y a vraiment une prise de conscience, mais aussi finalement une compréhension que l'énergie solaire, c'est une énergie qui est meilleur marché que l'énergie qu'en général ces gens doivent acquérir, qui est produite avec des énergies fossiles. Donc il y a une véritable prise de conscience, il y a un véritable intérêt. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les aider à pouvoir démarrer vraiment cette transition. Et par exemple, ce qu'on essaye de faire en Mauritanie, c'est de former des installateurs qui pourront eux-mêmes dimensionner, trouver les bons fournisseurs pour mettre en place des centrales solaires en Mauritanie ou ailleurs. Comment peut-on suivre vos aventures, notamment donc, Solar Stratos? Donc c'est solarstratos.com ou la fondation Planète Solar, donc planetsolar.suisse. Et là, les gens peuvent suivre nos aventures. On est aussi sur les médias sociaux. Et bien sûr, on invite tout le monde à faire partie de notre aventure. Et tout le monde peut être un peu membre de notre aventure. Et c'est gratuit. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Donjean, d'avoir fait une petite escale sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Merci à vous. Et bon vol. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On va passer tout de suite au choix de la rédac. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de Blam avec son cofondateur Simon Villot. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Alors, on avait la tête dans les nuages à l'instant et cette fois, on va traverser différents mondes grâce à vos jeux. Exactement. Tout d'abord, quelle est l'histoire de Blam? Blam, on est en fait au départ 4 passionnés de jeux dans le réseau annécien. C'est un milieu où il y avait des boutiques assez grosses, des auteurs de jeux qui étaient déjà posés, qui étaient assez connus. Du coup, on est tout de suite rentré dans ce milieu-là en faisant des animations. Et puis au fur et à mesure, au bout d'un moment, on s'est dit peut-être qu'on pourrait devenir éditeur, éditer nos jeux.
C'était au début un projet un peu entre amis, tranquille, sans vraiment se prendre la tête. Et puis on a été un peu pris de court par le succès de notre premier jeu Celestia. Et depuis, c'est parti. Alors Celestia, on va en reparler, mais avant, est-ce qu'on peut expliquer le rôle d'une maison d'édition de jeux de société ? Eh ben, éditeur de jeux de société, c'est exactement comme dans le milieu du livre, c'est-à-dire qu'on en connaît un peu, et Robert Laffont, etc. Eh ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans le jeu de société, on ne le sait pas spécialement, mais il y a des auteurs de jeux qui sont là pour inventer une règle de jeu, ce qu'on appelle nous une mécanique de jeu. Nous, on est éditeur, c'est-à-dire que quand une mécanique, un projet de jeu nous intéresse, on signe avec lui un contrat, et là, nous, on s'occupe de créer l'univers autour, de faire les illustrations, de faire un petit peu le marketing autour du jeu, donc de faire que le jeu correspond bien à la cible, aux enfants ou au contraire aux adultes, des choses comme ça. Après, on le fabrique, c'est nous qui faisons le stock et on essaie de le vendre grâce à un distributeur. Et vous l'avez dit, un des grands succès de Blam, c'est le jeu Celestia. Alors moi, personnellement, je suis déjà une grande fan. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, en quoi il consiste ? Quelle est son intrigue ? Eh ben, Celestia, c'est un jeu très simple, très familial, ce qu'on appelle, nous, de prise de risque. C'est un jeu, en fait, où on va explorer différents mondes à bord d'un aéronef en carton qu'on fabrique. Et le jeu est très simple, il va falloir aller de cité en cité, récupérer des trésors. À chaque fois, il y a un capitaine, il va lancer des dés qui indiquent quelle carte il va falloir jouer. Et il va tout simplement devoir jouer une carte. Si le dé tombe sur la face jaune, il va devoir jouer une carte jaune pour continuer. Et le petit jeu un petit peu sympa, c'est qu'avant que le capitaine nous dise si c'est bon, c'est un bon capitaine et on continue le voyage, il va falloir décider si on lui fait confiance et on essaie d'aller plus loin avec lui, ou au contraire, si on préfère rester là où on est, prendre un petit trésor, mais peut-être qu'on va voir l'aéronef aller beaucoup plus loin et prendre des trésors bien plus précieux. Comment vous expliquez le succès de ce jeu Celestia ? Je pense que ça tient d'une part à l'univers, avec ces cités oniriques, ce petit aéronef en carton qu'on fabrique, etc. Et il y a aussi ce côté très convivial, très viral, où il se passe plein de choses autour de la table. On parle, on se regarde, on sent qu'on se raconte une histoire. On vit tous ensemble une petite aventure. Chaque voyage dans l'univers de Celestia fait parler et suscite pas mal d'émotions. Alors vous êtes aussi venu nous parler de votre grande nouveauté, c'est le jeu Montmartre. Exactement, oui. On l'a pris que là. vous avez pris avec vous. Là, on est à Paris, donc dans un autre univers encore. Exactement, on est dans Paris au début du XXe siècle. C'est les bateaux lavoir, la cité des artistes. Là aussi, c'est un jeu tout simple de majorité, c'est-à-dire il faut essayer d'avoir le plus de couleurs, de cartes d'une couleur, etc. Et nous, on a vraiment travaillé cet univers en s'inspirant de peintres de l'époque qui ont vraiment travaillé au bateau lavoir, donc Modigliani, Picasso, etc. Donc c'est vraiment un jeu très simple et on essaye là aussi d'immerger les gens dans cet univers, dans ce Paris au début du XXe siècle. Et puis dans la famille Blam, il y a aussi Chakra. Là, dans ce jeu-là, il est question de sérénité, de détente. Exactement. En quelques mots, de quoi Chakra, c'est le but du jeu, c'est d'aligner nos chakras. On a chacun un petit plateau avec des petites gemmes de couleurs. Il faut réussir à mettre les bonnes gemmes de couleurs dans les bons chakras. Donc là, c'est plutôt un jeu tactique. Nous, on est très fiers de tous nos jeux et notamment de celui-là parce que il est zen, il a une thématique zen et quand on joue, on le ressent. C'est vraiment une expérience qu'on a presque introspective parce qu'on a des fois un petit gouppier. Il faut que j'arrive à monter cette énergie de 2 crans, à bouger celle-là de 2. Donc on réfléchit. Et là, contrairement par exemple à Celestia, on est vraiment dans un jeu où on est plutôt centré sur soi, où on fait nos petites actions en jouant tous ensemble. Donc voilà, c'est univers fort. C'est un vrai temps de partage, on le sent quand vous expliquez chaque univers, chaque jeu a son univers. Ouais. Vous avez une signature aussi bien particulière avec des graphismes très travaillés, presque inspirés des jeux vidéo. Et en même temps, comment on fait vivre les jeux de société dans cette époque où tout va très vite, où on est très connecté, plutôt dans le monde virtuel. Comment on fait vivre les jeux de société ? Dans le monde des jeux de société, même si c'est des boîtes en carton, tout va très très vite aussi et les jeux passent à une allure folle. Enfin, on peut voir des jeux qui arrivent et qui disparaissent en 3 mois aussi dans les boutiques. Il y en a plus de 1000 qui sortent par an, donc c'est un milieu qui est très très compétitif, qui est très compliqué. Donc pour faire vivre les jeux, une des manières, c'est de les faire ressortir. Nous, on prend le pari de travailler nos univers, en fait, vraiment que chaque jeu soit une expérience, soit quelque chose qu'on se souvient, qu'on a envie de partager avec d'autres. C'est vraiment
notre force. Où est-ce qu'on peut, comment on peut découvrir vos jeux? Vous participez, je crois, à différentes soirées ou événements pour les présenter justement. Eh ben, on fait beaucoup de salons partout en France. On revient de Paris Ludique ce week-end dernier où on a présenté en avant-première Montmartre. Mercredi à Annecy, on fait une soirée découverte aussi de Montmartre. On essaie de faire plein d'événements comme ça justement pour faire jouer les joueurs le plus tôt possible, que ce soit eux qui deviennent aussi un peu la bonne parole quand le jeu leur plaît. Donc Montmartre sort le 5 juillet, si je ne me trompe pas, mais donc en avant-première demain. Ouais. À Baie des Fugues Café le soir à Annecy. Dès 19h, je pense, avec un concours, une boîte dédicacée à gagner. Puis voilà. Un bon moment en perspective. Ouais. Comment vous voyez l'avenir de Blam? Eh ben, l'avenir de Blam, on a des projets, beaucoup de projets, des jeux un peu de tout niveau, des jeux familiaux, des jeux un peu plus experts, mais toujours qui sont là pour raconter une histoire. Et puis on est en train de travailler sur l'univers de Célestia aussi, pour essayer de faire vivre tout cet univers. Avec peut-être une suite on a plein d'idées, plein de choses, on est en train d'y travailler, tout prend du temps, on ne veut pas non plus utiliser Célestia à outrance, on veut que si on fait quelque chose, ce soit juste pertinent. Donc voilà, on travaille tout doucement pour voilà, soigner notre pépite. Eh ben, merci beaucoup Simon d'être venu nous voir, nous présenter vos différents jeux. On vous souhaite un été ludique. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Clémence arrive de nouveau sur le plateau pour notre revue de presse. Et Clémence, on va ouvrir cette revue avec un concours un peu particulier. Et oui, un concours un petit peu particulier, comme tu le dis si bien, Victoria, puisque c'est un événement que personnellement je ne connaissais pas et qui m'intrigue complètement. Alors, ce mardi jusqu'au 7 juillet, dimanche 7 juillet, se tient la 8e édition du concours international de sculpture sur paille et foin. Alors, ça se passe sur le plateau des Vernets à Valloire. Alors, il y a 12 projets sur les 80 candidatures qui ont été sélectionnées pour participer à ce concours. Alors, ils viennent de différentes nationalités. Il y a la Lettonie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, la Russie, le Togo, l'Ukraine et la France. Donc, pendant une semaine, des équipes de 2 sculpteurs vont devoir créer. Et pour cela, ils disposent de 600 kilos de bottes de foin quand même, 400 kilos de paille, des chevrons en bois, du fer torsadé, des rouleaux de grillage et de la toile de jute. Les différents prix, puisqu'il y a différents prix qui seront remis apparemment donc par un jury dimanche 7 juillet à 17h. Donc pour tous les curieux, moi je ne connaissais absolument pas et je me dis que c'est super chouette. Je connaissais le sable, la glace, etc. Mais sur le foin et la paille, grande découverte. Voilà. Effectivement, pour moi aussi, tu m'apprends quelque chose. On va passer à un tout autre sujet. On revient sur les orages de ce lundi soir. Oui, alors bon, c'est un petit peu moins festif pour le coup. Donc c'est un épisode orageux qui a touché, je le répète, la Savoie, l'Isère et la Haute-Savoie. Donc ces 3 départements. Pluie, orage, vent violent et même grêle. De nombreux dégâts sont à déplorer. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, que des blessés plutôt légers. On en reparlera bien évidemment dans le JT tout à l'heure avec un reportage d'Emmanuel Jaude. Et donc, je me suis attardée un petit peu sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui a fait une sorte d'album photo, si je peux dire, des photos qui leur ont été envoyées par des gens qui ont été témoins donc, de différents dégâts. Donc, on voit les berges de l'Isère qui n'ont pas été épargnées. À Cognien, en Savoie, un marronnier qui a été complètement déraciné par la force du vent. Là, c'est le toit d'une habitante qu'on voit maintenant. Là, de nuit, c'est donc le long du lac du Bourget. Il y a une chaîne de riverains qui s'est mise en place pour pouvoir laisser passer les voitures, etc. Voilà, des photos toutes plus impressionnantes aussi les unes que les autres pour nous montrer la violence aussi de ce qui s'est passé la nuit dernière. Voilà. On part avec ta revue de presse puisque tu nous parles toi aussi, Victoria, et oui, justement, des moi intempéries. aussi, j'ai retenu une image de ces intempéries. On en reparle bien sûr tout à l'heure parce qu'il y a un nouvel épisode qui arrive. Oui. Mais cette fois, moi, c'est sur le lac d'Annecy que j'ai retenu l'avarie du Libellule, le bateau-restaurant de la compagnie du lac d'Annecy. Alors, plus de peur que de mal, mais des images assez rares puisque le bateau a dû revenir à bon port à vitesse réduite. La quarantaine de passagers et membres d'équipage ont été évacués et ramenés sur la terre ferme par un autre navire. Donc le messager a partagé une vidéo de ce
mauvais moment. On imagine qu'ils ont eu quand même très peur vu que, alors selon France Bleu, cette fois-ci, le bateau a été surpris par des rafales de plus de 120 km/h. Il a été ballotté par des vagues assez impressionnantes de 5 mètres de hauteur. Heureusement, aucun blessé. La vaisselle et les caves à vin, quant à elles, n'ont pas résisté au ballottement du bateau. Voilà, donc une nouvelle alerte aux orages est annoncée pour ce soir. On en reparlera évidemment tout à l'heure dans le JT. Ça devait être effectivement un dîner mouvementé pour ceux qui étaient à bord du Libellule. À noter que, à ce moment-là. À cause de ce nouvel épisode qui arrive ce soir, le Libellule, je vais y arriver, ne reprendra du service que mercredi. Et on le comprend, on en reparle, on le dit encore une fois dans le JT tout à l'heure. Deuxième revue de presse, on change du tout au tout, on parle de la crypto-monnaie. Effectivement, Clémence, tu en parlais il y a quelques jours. Donc, pour rappel, la Libra, c'est la nouvelle monnaie lancée par Facebook qui fonctionne à peu près sur le même modèle que le Bitcoin. Ces monnaies virtuelles qui reposent sur le système de la blockchain. C'est un terme assez technique, donc je ne connais pas encore tous les rouages, mais en gros, c'est un réseau informatique qui enregistre les transactions de façon sécurisée. Facebook a décidé de baser sa crypto-monnaie à Genève. C'est un peu un pied de nez au système financier mondial dont Genève est tout de même un pilier. Une des raisons qui peut expliquer ce choix de Facebook, c'est que la Suisse est plutôt favorable au développement de ce nouveau système de blockchain. En plus de ça, de nombreux acteurs des crypto-monnaies sont déjà installés là-bas. Et puis, il y a une grande école, le PFL, qui s'y intéresse aussi. Bien sûr, l'autre avantage, c'est la réglementation suisse un peu plus souple que d'autres. Et puis, la présence des Nations Unies, du CERN. Pour rappel, 2,7 milliards de personnes utilisent Facebook et ses services. Donc, ça nous donne une idée du potentiel de développement de cette monnaie. C'est un article à retrouver sur l'Écho Savoie-Mont-Blanc. À voir effectivement si la crypto-monnaie de Facebook va connaître le même engouement que le réseau social dont elle porte le nom. Effectivement. Merci beaucoup Clémence. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. Et je vais accueillir les invités du soir, Audrey et Robin Védy. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous et vous êtes bien accompagnés pour cette dernière Nous avons chronique du monde. Avant l'été. Alors justement, de qui êtes-vous accompagné ce soir? Eh bien, moi, je suis accompagné de Dodge, donc pensionnaire actuel du refuge SPA de Savoie, et ma voisine. Et moi de Lucky et Peach, deux petits chiens qui vivaient ensemble et qui ont perdu malheureusement leur maître. Et on aimerait bien les faire adopter ensemble, si c'était possible. Alors Lucky et la petite Peach. Vous le disiez la dernière fois, l'été c'est pas forcément la période de l'année pendant laquelle il y a le plus d'abandon, mais c'est quand même un sujet qui se pose à l'approche des grandes vacances. Quand on veut partir en vacances sans son compagnon, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? Alors, vous avez des gens, effectivement, qui proposent leurs services pour accueillir les animaux, qui les logent et puis qui les nourrissent et qui s'en occupent. Alors, rarement dans les refuges, certains le font, mais en l'occurrence, c'est pas notre fonds de commerce. Nous, on est vraiment là pour accueillir les animaux, les soigner, les mettre à l'adoption. On n'est pas ni éleveur, ni accueil d'animaux, voilà. Mais il y a des solutions, il en existe beaucoup quand même. Si on a bien envie, puis il y a plein d'endroits où on peut amener son animal. De toute façon, aujourd'hui, ça se développe, l'accueil des animaux est de plus en plus répandu. Alors là, on a 3 pensionnaires qui sont très très sages. On ne va pas le dire trop fort. Pour le moment, en tout cas, tout se passe bien. Comment faites-vous face aux peurs ou peut-être aux réticences de personnes qui se disent si je adopte un compagnon à la SPA, il a une histoire parfois compliquée, comment il va se comporter? Comment vous répondez à ces peurs, ces interrogations? Écoutez, vous me regardez, mais je crois que je vais lancer la balle à ma voisine. C'est pas que je n'ai pas de réponse. Je vais la laisser parler un petit peu et puis je vais surtout dire à Dodge de ne pas approcher de ses copains. Ah voilà. Voilà, s'il te plaît, sois mignon. Déjà, par exemple, pour Peach et Lucky, on connaît leur histoire, on a toutes les informations, ils vivaient en appartement avec des enfants, ils sont propres, ils savent rester seuls. Voilà. Donc ça, déjà, ça va permettre aux personnes de souffler un petit peu. Voilà. Sur des chiens où on a l'histoire, on va la dire, on ne va pas mentir. Voilà. On va dire les choses telles qu'elles sont. Après, pour les chiens trouvés, donc où personne ne les a réclamés à la fin de leur délai de fourrière,
eh ben, on va essayer, nous, agents animaliers, de les découvrir, de découvrir leur caractère. On va faire des petits tests, on va mettre des couvertures, on va voir si ça détruit, si ça aime bien les copains. Enfin voilà, on va essayer. Et après, pour moi, il y a une clé de la réussite d'une adoption, c'est l'éducation. Pour moi, il faut que les gens qui viennent adopter puissent aller éduquer leurs chiens pour pouvoir communiquer correctement avec eux et que tout le monde soit heureux et que ça soit plus une contrainte. Même quand on a des chiens qui ont peut-être un certain âge, qui ont déjà une éducation, ça reste possible. Alors, un chien qui a une éducation avec son maître. Si vous n'avez pas les bons codes et les bons colliers, le chien ne vous écoutera pas. Donc, c'est justement remettre une discussion, une communication avec le chien et pouvoir vivre en bonne entente, quoi. Excusez-moi, oui, en effet, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, à tout âge, même à 11-12 ans, effectivement, si les codes peuvent être réappris. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une déstructuration psychologique. Vraiment, ça peut être très compliqué après. Parce que là, on peut parler de sociabilisation, et s'ils sont désociabilisés, ça commence à être compliqué. Mais on peut le faire quand même. Hein. Tous les espoirs sont permis, sinon on ne serait pas là de toute façon. Il nous montre vraiment presque l'exemple. Hein. On a plus de difficultés des fois avec les humains. Hein. Non, les animaux sont incroyables. Justement, là, on parle du caractère des animaux, mais est-ce que vous arrivez à sentir chez les personnes qui viennent à la rencontre de ces compagnons si ça va matcher, si ça va fonctionner entre eux, si c'est vraiment des personnes qui vont pouvoir s'occuper de ces animaux, les aimer surtout? Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à sentir? Moi qui fais des adoptions, hein, c'est mon travail, je fais adopter les chiens, on reste des animaux et on a un langage corporel. Donc c'est très vite, quand on a un petit peu de psychologie humaine et de psychologie canine, on arrive vite à savoir si ça va coller ou pas. Selon selon ce que les gens aussi nous disent, hein, parce que les gens leur posent plein de questions, on essaye de savoir s'ils connaissent pas les chiens, comment ils vivent, enfin voilà. Non. Excuse-moi. Non, Lucky. Comment on fait, alors donc d'un côté à la SPA de Savoie et puis à Tsi Marlioz, si on veut adopter un chien, un chat, un lapin, comment ça se passe? Allez, le protocole est certainement le même, il n'y a aucune raison, ouais, effectivement. Alors déjà, on passe par toutes les étapes que l'on a citées. Alors je préciserai simplement que parfois on va nous taxer un petit peu de vouloir les garder, nos animaux. Alors ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est justement, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas des déconvenus. Donc on préfère quelqu'un qui part pas très content finalement de ne pas avoir eu d'animal placé, que quelqu'un qui effectivement revienne très embêté, ou voire même plus que ça, très en colère, parce que ça ne s'est pas bien passé avec l'animal. Donc on va faire effectivement tout ce petit protocole d'analyse pour voir si cela peut le faire, la situation de famille, le type de logement, des choses comme ça. Après, on va rentrer dans l'acte de placement, qui va être un protocole très simple, hein, puisqu'on a des documents à remplir, et puis on va rapidement avoir parfois une visite avant placement, hein, pré-placement, et après on peut en avoir une signe après. Voilà. Je bafouille un peu, mais c'est un peu l'idée. Hein, je pense que c'est commun à tous les refuges. Comme ça. Et on demande des fois à certaines personnes qui ont je pense vous aussi, des petites craintes ou qui ne savent pas trop, de les exprimer. Déjà de les dire, et puis de réfléchir. Voilà. Oui, non, c'est ça. Prenez le temps. Le chien, s'il ne part pas aujourd'hui, c'est pas grave. Prenez le temps, posez les choses, réfléchissez en famille. Voilà. L'objectif, c'est une adoption réussie, hein, ça c'est clair. Ah ouais. Et surtout pour eux, parce que c'est horrible quand ils reviennent au chenil, ils sont vraiment pas bien. Comment va se passer l'été pour vous? Est-ce qu'il y a des aménagements d'horaire ou est-ce que c'est une période aussi avec beaucoup de travail? Comment ça se passe pour vous? Allez, à toi de jouer. Alors, nous, l'été, il s'entame. Hein. Là, nous, le chenil est quasiment plein. En plus, se rajoute aussi, il faut savoir qu'on a des saisies. Hein. On en a fait une ce matin, des saisies de chiens avec les services vétérinaires. Donc ça nous rajoute des chiens. Rien que ce matin, 4 chiens sont rentrés. Donc des fois, c'est compliqué. Et après, on se débrouille, hein, on travaille, on les soigne. Et c'est notre but, pour leur trouver des familles. Hein, c'est le but. Hein. C'est ce que tu disais, effectivement, ça on ne le dit pas souvent, mais il y a plusieurs moyens d'arriver au refuge pour nos animaux. Et la saisie, la réquisition en est une. Alors ça peut être une saisie sans réquisition, notamment. Nous, je sais qu'à Marlioz, il y en a aussi. Il y a des chiens réquisitionnés par la justice. Et on sait très bien que dans un protocole de réquisition, c'est à peu près une année qui va s'écouler avant d'avoir un premier rendu de justice. Peut-être qu'il y aura appel. Donc ça veut dire que
on va condamner, entre parenthèses, l'animal à rester dans le refuge pendant quelques temps, parce que ça, on n'a pas la main dessus du tout. Mais bon, pour l'été notamment, pour y répondre, eh bien, oui, il va falloir gérer les congés payés des salariés, donc le remplacement. Bon, après, ça reste une période qui, effectivement, peut être compliquée du point de vue de la chaleur, donc on fait très attention à hydrater nos animaux. Les petites sorties. Et le personnel les aussi, balades. et les bénévoles. Mais oui, c'est clair que, bon, nous, on a la chance, effectivement, d'être sur un site où il y a beaucoup d'ombre et de possibilités de s'abreuver. Donc voilà, je salue ce détail. Vous avez l'occasion de faire de la prévention aussi. On entend trop souvent des faits divers en quelque sorte de personnes qui laissent leurs animaux dans leur voiture, fenêtres parfois fermées par ces fortes chaleurs. Vous arrivez à sensibiliser un petit peu le public sur ça? Alors nous, on essaye de diffuser beaucoup sur le Facebook, qui est très très suivi. Donc on donne des conseils, on donne, voilà, il n'y a pas que les voitures fermées, il y a le bitume aussi. On ne fait pas marcher un chien sur le bitume, on ne laisse pas un chien sur un balcon. Il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas que les voitures. Donc on essaye en diffusion sur les réseaux sociaux ou dans les petits journaux qu'on a de donner des conseils. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, puisque nous terminons la saison. Donc merci de nous avoir accompagnés tout au long de la saison avec ces jolies boules de poils. À chaque fois, c'était un plaisir. Donc venez nous voir tous et venez les adopter. Ouais. Merci beaucoup. Bon retour à vous. Non, tu laisses partir d'abord. Allez. Je vais accueillir Clémence pour le rappel des titres du journal. Clémence, tout à l'heure, nous parlons des intempéries. Et oui, on va forcément revenir sur cet épisode orageux qui a touché donc 3 départements, la Savoie, l'Isère et la Haute-Savoie. Rien qu'en Haute-Savoie, pour se donner un ordre d'idée, c'est pas moins de 350 interventions de pompiers dans la nuit de ce lundi à ce mardi 2 juillet. Et puis focus sur le Medipôle de Cluses. Et oui, il est tout nouveau, ça y est, Cluses retrouve un petit peu son Medipôle du coup, et qui permet une offre de service médical qui existait beaucoup moins maintenant. C'est tout de suite après la pub dans le journal sur 8 Mont Blanc, restez avec nous.